Voilà, donc nous rentrons là dans le cœur de cette présentation. Attends, excusez-moi, j'ai encore des personnes qui voilà, arrivent. Donc, le cœur de ce webinaire, donc on va d'abord partir sur une demi-heure à peu près de présentation avant le témoignage de Nicolas Robert. Cette demi-heure de présentation va commencer par un échange, par vous présenter le contexte national et régional de développement du biogaz. Ensuite, on partira sur bien plus des aspects techniques sur justement le b.a.-ba de la méthanisation. On part du principe que si vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est que vous avez peu d'expérience sur la méthanisation. Donc, l'objectif, c'est de se mettre, voilà, d'avoir une vision ensemble de ce qu'est la méthanisation et de son intérêt pour les acteurs du territoire. Et puis, je vous dirai quelques mots sur les étapes de développement d'un projet et l'accompagnement des projets de méthanisation en région. Ensuite, un temps d'échange. Et puis après, on passera au témoignage de Nicolas qui parlera de sa propre expérience et vous verrez à quel point elle est intéressante pour la méthanisation et aussi, bien sûr, pour son territoire sur lequel il est. Alors, pour commencer, je vais laisser la parole à Jean-Jacques Forquin de la DREAL. Jean-Jacques, je te laisse ouvrir ton micro, ouvrir ta caméra. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais revenir très rapidement sur quelques éléments au début de cette présentation sur les politiques énergétiques nationales et le cadre national de développement de la méthanisation. Donc il y a deux documents d'orientation de l'énergie et des énergies renouvelables qui fixent les objectifs en matière de développement de méthanisation. Donc tout d'abord, il y a les programmations pluriannuelles de l'énergie, ce qu'on appelle la PPE. Donc, elle existe sur des pas de temps régulièrement renouvelés. Donc, la PPE actuelle, elle va jusqu'en 2028 et elle fixe des objectifs quantitatifs pour chaque filière renouvelable sur une période de 10 ans. Au-dessus de cette programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a un objectif global d'atteindre la neutralité carbone à 2050 et le document d'orientation nationale pour atteindre cette neutralité carbone, c'est la stratégie nationale bas carbone. Cette stratégie nationale bas carbone, elle fixe un objectif de 32% des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie en 2030. Et puis, elle se fixe d'atteindre effectivement un équilibre entre les émissions de la France en matière de carbone et sa capacité à absorber ce carbone. Donc aujourd'hui, on émet 15 fois plus de carbone que ce qu'on en consomme. Et le scénario de la France, c'est de réduire cette consommation par 8 et de doubler le puits carbone pour arriver à cet équilibre. Donc concernant la filière méthanisation, la stratégie qui est développée est celle qui est représentée sur le graphique que vous avez sur la slide. Donc tout d'abord, vous avez de la consommation de gaz pour chaque branche utilisatrice, industrie, transport, résidentiel, tertiaire, agriculture et branche énergie, qui est aujourd'hui à un niveau très important. Et cette consommation, donc elle doit descendre très fortement à l'horizon 2050. Et dans le même temps, l'objectif est de la substituer à 100% par du gaz renouvelable, donc via 3 filières de gaz renouvelable. Donc tout d'abord, la méthanisation, dont l'objectif est à terme de couvrir 30% du besoin résiduel de consommation, donc d'atteindre 70 TWh à 2050 par la méthanisation. Vous voyez d'ailleurs sur cette slide les points de passage à 2020 et 2030, donc 1% de consommation à 2020 et 10% à 2030. Et dans le même temps, cette courbe est linéaire, enfin cette droite est linéaire, donc avec une augmentation progressive du nombre de méthaniseurs. Et puis, deux autres filières doivent aussi venir soutenir la substitution du gaz à partir d'énergies fossiles. C'est d'abord la gazéification avec 40%, enfin on vise 40% de notre consommation par la gazéification à l'horizon 2050 et 30% par le power to gaz. Donc l'objectif est vraiment que ces trois filières soient complémentaires quasi à part égale pour pouvoir substituer l'intégralité du gaz d'origine pétrole, enfin d'origine produit pétrolier, par du gaz renouvelable, donc avec du gaz à cycle de carbone court. Voilà très rapidement pour les objectifs de la filière méthanisation et la stratégie nationale de développement. Et cette stratégie doit être déclinée après dans chaque stratégie régionale, dans le schéma régional biomasse. Et c'est justement l'objet de la slide d'après. Du coup, je peux passer la parole pour qu'on puisse enchaîner sur voilà, le schéma régional biomasse qui est tout à fait cohérent avec cette stratégie nationale.
Merci Jean-Jacques, je reprends donc la main. Simplement aussi pour préciser, vous voyez les 70 TWh à horizon 2050 issus de la méthanisation, eh bien, pour faire écho un peu au contexte international actuel, on est peu ou prou au niveau des importations actuelles de gaz russe qui représentent environ 17% de la consommation actuelle de 450 à peu près TWh en ce moment. Voilà, donc il y a un enjeu aussi important géostratégique par rapport au développement de la méthanisation. Donc, par rapport au SRB, alors, attendez, excusez-moi, du coup, la diapo ne repasse pas. Tac. Voilà. Par rapport au SRB, effectivement, ce cadre national décrit par Jean-Jacques Forquin s'accompagne au niveau régional d'un cadre opérationnel avec le schéma régional biomasse, qui est un schéma prospectif d'orientation État-région, qui comprend effectivement un état des lieux des ressources et fixe des orientations et des mesures pour sa mobilisation, tout en préservant les usages alimentaires prioritaires par rapport à la biomasse. Dans le cadre de ce SRB, eh bien, on nous indique, enfin, ce schéma prospectif nous indique que la méthanisation à horizon 2030-2035 pourrait être la troisième source d'énergie renouvelable en région. Une méthanisation qui est surtout adossée à des sous-produits agricoles qui représentent 90% de la biomasse qui peut être du coup utilisée en vue de fin énergétique. Et ce SRB nous indique qu'à horizon, par exemple, un premier jalon 2023, via la méthanisation, on pourrait assurer les besoins énergétiques de 300 000 foyers en région avec 180 méthaniseurs en objectif 2023. Ces objectifs 2023, fin 2023, à l'heure actuelle, on n'est pas encore, enfin, c'est pas certain qu'on puisse les atteindre tout à fait. On s'en approche, mais on est un petit peu en dessous. Voilà. Alors, ensuite, alors, j'ai un peu du mal à passer mes diapos. Je ne sais pas pourquoi. Tac. Ça. Alors, excusez-moi, il faut que je revoie pour le passage des diapos. Voilà, en fait, c'est le mode pointeur qui bloque un peu. OK, donc pour assurer, pour pouvoir atteindre ces objectifs, eh bien, il y a un certain nombre d'acteurs qui se mobilisent. Alors, notamment, donc, je vous ai parlé des acteurs du collectif de travail Ambition Biogaz 2023. Eh bien, ce collectif de travail Ambition Biogaz 2023, c'est 9 acteurs qui ont signé une charte en fin 2019 et qui s'engagent à coordonner, mutualiser leurs actions, œuvrer ensemble pour le développement de la méthanisation en région, une méthanisation qu'on a définie avec un certain nombre de critères pour qu'elle soit la plus vertueuse possible. On a organisé en groupe de travaux, lesquels ont comme objectif d'établir des préconisations régionales, de produire des documents et des méthodes cadres, par exemple sur le développement de projets, par exemple sur la hiérarchisation des intrants en méthanisation, et des documents qui font consensus entre acteurs. On a aussi comme objectif d'animer la filière. Voilà. Cette organisation au niveau régional trouve son écho aussi au niveau départemental, avec les comités départementaux méthanisation qui sont animés par la DDT et qui regroupent l'ensemble des acteurs locaux des territoires pour partager les enjeux liés au développement de la méthanisation, coordonner les acteurs, faire émerger, favoriser la réussite des projets, permettre un retour d'expérience. Et ça, ces comités départementaux méthanisation, pour vous qui êtes des représentants des collectivités locales, sont vraiment des acteurs importants par rapport à ce qu'on va appeler tout à l'heure, vous allez voir, l'équipe projet. Voilà. Donc là-dessus, en règle générale, donc c'est une animation DDT, parfois co-animée avec les chambres et la région qui est aussi très présente sur ces comités départementaux méthanisation. Ces acteurs, il y a aussi bien sûr pour aboutir au développement et à atteindre les objectifs de développement de la méthanisation, encore besoin de financement public. Alors en premier lieu l'État qui finance la méthanisation à travers eh bien, un bonus au tarif d'achat de l'énergie qui est injectée, soit de l'électricité, soit de le biométhane, qui pour un méthaniseur est racheté par des fournisseurs
à un tarif plus élevé que celle du marché et avec une garantie de rachat sur 15 ans pour le biométhane injecté et sur 140 000 heures équivalent à peu près à 20 ans pour l'électricité en cogénération. À côté de l'État, aux côtés de l'État, il y a les acteurs tels que la région et l'ADEME qui viennent appuyer les projets au moment du démarrage avec des aides à l'investissement, 13 millions d'euros pour 20 projets en 2020. Et aux côtés de tous de ces acteurs institutionnels et d'accompagnement technique, bien sûr, il y a tous les acteurs privés de la filière, hein, les assembliers, les bureaux d'études, les équipementiers. Il faut savoir que la méthanisation en Auvergne-Rhône-Alpes, ça représente à peu près 1300 emplois directs. Tous les contacts de ces acteurs-là, vous les retrouverez en cliquant sur le lien que je vous ai mis là, tous les contacts utiles qui donnent sur l'ensemble des acteurs que vous pourrez retrouver pour pouvoir les contacter en direct. Alors, la filière méthanisation en Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, c'est 133 unités en fonctionnement. On a des unités plutôt jeunes, hein, d'un âge moyen de 6 ans. À côté de ces 133 unités en fonctionnement, on a à peu près 80 projets dans les tuyaux, plus ou moins avancés. Aujourd'hui, tous les départements en Auvergne-Rhône-Alpes ont une unité de méthanisation sur leur territoire. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Paul Sauzet qui va plus rentrer dans le détail du b.a.-ba de la méthanisation. Jean-Paul, je te laisse prendre le relais. Oui, bonjour à tous. Alors, Guillaume, je te laisse faire défiler les diapos. Voilà, merci. Voilà, donc moi, je vais surtout me centrer sur les grands principes de la méthanisation, donc à commencer par le fait que la méthanisation, c'est un principe biologique, hein. On prend des matières organiques de différentes natures présentes sur les territoires. Elles sont portées à 40 degrés à peu près pendant 60 jours. Donc, c'est un système anaérobie, hein, par rapport au compostage qui est sur un principe aérobie, où là, ce sont plutôt en compostage les champignons qui agissent, alors qu'en méthanisation, c'est plutôt les bactéries. Enfin, ce sont les bactéries, et on obtient ainsi deux produits, du biogaz, constitué principalement de méthane, donc au moins 55% à peu près de proportion de méthane dans le biogaz qui est produit, le reste étant du CO2, de l'eau, du soufre. Et puis un autre produit tout aussi intéressant, le digestat. On reviendra tout à l'heure sur les caractéristiques de ce digestat. Ici, vous avez une présentation d'ensemble, hein, des différentes briques à prendre en considération dès lors qu'on travaille sur un projet de méthanisation. Il s'agit, dans un premier temps, on s'intéressera dans un premier temps aux intrants, les différents intrants disponibles. Ensuite, les process qui peuvent être utilisés pour travailler cette matière et obtenir du gaz qui va être ensuite valorisé, transformé en énergie, et puis pour finir, les différents usages de l'énergie produite, principalement biométhane en injection ou cogénération avec production d'électricité et de chaleur. Alors pour commencer, on va se centrer sur les intrants. Voilà, qui sont de trois grandes familles différentes, hein. C'est les intrants d'origine agricole, avec, pour commencer, les effluents d'élevage présents sur les exploitations, donc c'est les fumiers, les lisiers. Ensuite, des productions végétales, on fera un zoom tout à l'heure sur les productions végétales. Les résidus de culture également, qui présentent un potentiel intéressant, notamment, c'est principalement les cannes de maïs. Sur les territoires, on a aussi des industries agroalimentaires qui produisent des biodéchets qui peuvent être valorisés en méthanisation, et puis les collectivités locales, bien sûr, avec des déchets verts, mais dans les déchets verts, on va retenir uniquement les tontes de pelouse, puisque tout ce qui est ligneux ne peut pas être dégradé par méthanisation. Ensuite, les déchets de cantine, les biodéchets, ce qu'on va appeler biodéchets, c'est aussi la fraction fermentescible des ordures ménagères. Et puis, bien sûr, pour les collectivités, les bouts de stations d'épuration qui peuvent être méthanisés. Plusieurs unités existent en région, méthanisant uniquement les bouts de stations d'épuration. On va éviter les mélanges, hein, avec que ce soit les productions d'origine agricole ou biodéchets. Les potentiels. Alors, excuse-moi Guillaume, voilà, je voulais m'arrêter un instant sur les potentiels de méthanisation de ces différents types de déchets. Donc, à gauche, vous avez les effluents agricoles qui ne sont pas forcément les produits les plus méthanisables, les plus méthanogènes, pardon, mais ils sont abondants et présents sur les fermes. Ensuite, les productions végétales qui présentent un potentiel
supérieur ramené à la tonne de produits de matière brute. Et puis des biodéchets qui sont assez divers, mais globalement plutôt très intéressants du point de vue de leur potentiel méthanogène. Alors, le zoom dont je vous parlais sur les productions végétales, c'est pour évoquer le fait de ne pas confondre les productions dédiées, qu'on dit dédiées à l'énergie, c'est-à-dire en lieu et place des productions alimentaires, et puis ce qu'on nomme les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Pour ce qui est des productions alimentaires, enfin, en lieu et place des productions alimentaires dédiées à l'énergie, la réglementation impose un maximum de 15% du tonnage annuel brut du plan d'approvisionnement des unités de méthanisation. C'est un maximum réglementaire. Il faut savoir qu'au niveau des services instructeurs et plus globalement des institutions qui instruisent les dossiers pour les financements, pour la réglementation en région, Auvergne-Rhône-Alpes, demande aux porteurs de projets de ne pas prendre en compte ces productions végétales dans le cadre de ces 15%, dans leurs intentions d'approvisionnement, et de ne garder ce potentiel-là qu'en cas de coup dur, d'années de pénurie, années de sécheresse, pour être plus explicite. Donc, tout le gisement doit pouvoir s'équilibrer avec d'autres gisements, avec, pourquoi pas, des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc, il s'agit d'intercultures entre deux cultures principales qui peuvent être pratiquées en hiver ou en été. Récoltées pour les cultures d'hiver au printemps et en été récoltées à l'automne. Le gros avantage de ces productions, c'est de pouvoir lisser la production de gaz, puisque ces productions se stockent sur site sous forme d'ensilage, et peuvent permettre de lisser la saisonnalité, notamment des effluents d'élevage. Et voilà. Donc, je vous renvoie également à une publication qui a été faite en région, dont vous avez la première page en bas à droite, et vous aurez le lien à disposition. À noter que, comme l'a dit Guillaume, dans le SRB, la logique, c'est bien priorité à l'alimentation humaine, à l'alimentation des troupeaux, et ensuite pour la production d'énergie, pour ce qui est de l'affectation des sols et des surfaces et des ressources fourragères sur le territoire. Dernière chose, sachez qu'il y a des programmes d'expérimentation en région sur toutes ces productions intermédiaires à vocation énergétique. Voilà, un petit zoom sur les biodéchets qui vous concernent au premier chef, puisque vous avez la compétence en tant que collectivité locale sur une partie des biodéchets produits sur vos territoires. C'est un vrai potentiel, loin d'être négligeable. En bas, vous avez les équivalences 1000 tonnes de déchets qui produisent 1,1 gigawattheure, et donc ça équivaut à la consommation de 275 foyers alimentés au gaz. Donc c'est loin d'être anodin. Vous avez sur la gauche la première page, la page de couverture d'un guide qui est à votre disposition. Le lien vous sera fourni également. Un guide à l'usage des collectivités locales, très, très important, piloté par GRDF, et Stage Rebel et moi-même avons contribué à sa rédaction. Une attention particulière sur la qualité de ces biodéchets, dans la mesure où, si on veut que les retours au sol se fassent, y compris sur des surfaces sous signe de qualité, notamment AB ou blé CRC ou AOC, etc., attention à la qualité du tri en amont de ces biodéchets pour que le retour au sol soit fait dans de bonnes conditions et acceptable, surtout par ces signes de qualité. Alors, en fonction du choix des substrats, forcément, on est soumis à des impacts qui peuvent être de différents ordres. Alors, réglementaires, parce que les unités de méthanisation sont soumises à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. On y reviendra. Les impacts juridiques et fiscaux, à savoir, est-ce que l'on a affaire à une unité agricole ou pas, pour qu'elle soit reconnue comme agricole. Deux conditions à cela. L'unité doit, dans ses gisements, avoir plus de 50% d'intrants issus des exploitations agricoles, plus une société de projet dont le capital est détenu à plus de 50% par les exploitants agricoles. Et dans ce cas-là, on a une fiscalité agricole qui peut s'appliquer et la possibilité de construire en zone agricole. Voilà.
Ensuite, des impacts économiques, parce que bien entendu, comme on l'a vu, selon la nature des gisements, on n'aura pas le même productible et le même potentiel méthanogène. Et puis, pour ce qui est des impacts techniques, je laisserai Guillaume revenir là-dessus tout à l'heure. Il vous précisera un peu les conséquences techniques en fonction de la nature des substrats. Guillaume, je te laisse prendre la suite. Parfait, merci Jean-Paul. Oui, donc du coup, oui. Alors Guillaume, juste, tu as répondu, mais je pense que ça peut peut-être valoir le coup de préciser une question du coup de Audrey Matt du PNR sur les ligneux. Donc, tu as précisé qu'effectivement, c'était à éviter. Est-ce que les ligneux peuvent être introduits dans le méthaniseur, les ligneux de petite taille? Est-ce que Jean-Paul, on peut apporter une précision? Donc, est-ce que par exemple du broyage peut être, du bois broyé peut être introduit? Enfin, s'il y a d'autres recommandations? Alors effectivement, on va éviter de mettre tout ce qui est ligneux, puisque pendant le temps de séjour, les bactéries n'ont pas le temps d'attaquer ces matières-là qui sont ligneuses. Donc il faut éviter de les incorporer dans le méthaniseur et ne sélectionner que les parties facilement dégradables, comme les tontes, les feuilles, éventuellement, mais pas les branches. Et même broyer, on va préférer dans ce cas-là des filières de compostage. Et Nicolas pourra d'ailleurs compléter ce qu'il a eu à utiliser à un moment donné des déchets verts broyés très très fins. Donc il pourra nous dire son expérience aussi de ces déchets verts broyés mixtes, végétaux et bois. Voilà. Et Guillaume, si tu permets, je profite également de compléter. Donc, c'était aussi pour bien répondre à la question de M. Charrier de Théo38 sur l'indexation du prix d'achat du biométhane. Donc, Jean-Jacques Fourquin a répondu. Dans l'arrêté tarifaire, il y a une indexation du tarif d'achat qui se fait par des calculs savants, indexés sur des différents index INSEE et autres calculs. Mais en gros, le tarif est que dégressif, pardon, et il n'est pas effectivement indexé au prix du pétrole. Enfin, Jean-Jacques, si je me suis trompée, Non, merci c'est de compléter. exactement ça. C'est exactement ça. En fait, c'est un prix qui correspond au coût de fabrication du biogaz calculé par le ministère de l'Environnement et du coup, ce n'est pas indexé. Effectivement, c'est un tarif qui, en règle générale, est très supérieur de toute façon au tarif du gaz naturel. Donc, la question se pose en général pas. Juste en ce moment, effectivement, le tarif du marché est très supérieur au prix fixé dans ces arrêtés tarifaires. Donc là, on pourrait se dire que effectivement, on aurait pu indexer au prix du pétrole, mais c'est une situation qui n'arrive habituellement jamais et qui est exceptionnelle. Et les index utilisés sont plutôt des index liés au prix de production de l'industrie, voilà, des C'est ça. services aux entreprises. Ce sont ces index. Et tout est indiqué dans l'annexe, mais c'est un peu complexe comme calcul. J'ai essayé de répondre le plus simplement C'est ça, possible pour ne pas rentrer trop dans un détail exactement. hyper technique complexe. Voilà, merci Guillaume, je te relaisse la parole. Merci, pas de problème. Du coup, je vais reprendre. Et alors, juste aussi, on va essayer d'accélérer parce que Nicolas a une petite contrainte. Au final, il doit nous quitter impérativement vers entre 11h45 et midi. Donc voilà, on lui laissera finalement la parole tout de suite après nous pour ensuite avoir les temps d'échange. Après, donc s'il y a quelques questions comme ça, là, il n'y a pas de problème pour effectivement les prendre en compte aussi pendant le webinaire, sans attendre le temps d'échange. Alors, simplement par rapport aux intrants, donc Jean-Paul a souligné l'importance de ces intrants, et c'est vrai que nous, ça nous aide aussi à faire une typologie des unités de méthanisation en région, et donc simplement ce graphe pour vous montrer que en région, les 133 unités, aujourd'hui, elles sont majoritairement de la méthanisation agricole que Jean-Paul vous a défini tout à l'heure. Ensuite, la deuxième filière en région, c'est une filière historique de méthanisation sur bout de steppe, qui permet aux collectivités en fait de diminuer le coût de traitement des boues grâce à un abattement de 50% quasiment de la matière organique des boues de steppe. Et donc, c'est en ça que il y a pas mal de méthanisation en région sur bout de steppe. Ensuite, la troisième filière, qui est aujourd'hui une filière qui est plutôt qui n'a pas vocation à se développer, c'est la méthanisation sur récupération de gaz de décharge d'ordures ménagères. Il y a ensuite quelques autres filières plus anecdotiques, notamment la filière industrielle, par exemple, c'est les sirops Tesser qui ont une petite unité de méthanisation sur leur site pour retraiter leurs effluents de sirop.
Maintenant, du coup, on va passer après les intrants à quelques mots sur la technologie. Alors, je ne vais pas aller trop loin. On pourrait revenir dans le chat. Il y a Nicolas aussi qui pourra sans problème voilà, repréciser tout ça si besoin. Mais effectivement, les intrants, en théorie, nous guident vers deux grands types de technologies sur la filière méthanisation. La filière, donc, avec des intrants pompables, on va plutôt préférer une technologie en voie liquide, tandis qu'avec des intrants dont le mixte est pelletable, on va plutôt préférer une voie sèche, la voie sèche, notamment la voie sèche discontinue. Alors ça, c'est en théorie, parce qu'en fait, en pratique, ce qu'on constate, c'est que 92% des unités en région sont de la voie liquide, tout simplement parce que c'est la technologie la plus mature et qui a le plus de retours d'expérience aujourd'hui. C'est les méthaniseurs en Allemagne qui sont sur la voie liquide, et la méthanisation voie sèche discontinue reste aujourd'hui anecdotique, mais en région, on a 4 ou 5 unités de méthanisation en voie sèche. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin sur la technologie, vous n'hésiterez pas à y revenir si besoin, si vous avez des questions un peu plus pointues à avoir sur ces technologies-là. Donc, la méthanisation, c'est donc deux produits, hein, le digestage, je laisserai Jean-Paul en parler. Moi, je vais simplement là maintenant vous parler de la valorisation du biogaz, du deuxième produit ou du premier produit, en fonction à voir, de la méthanisation. En tout cas, il y a bien deux produits, hein, le digestat et le biogaz. Le biogaz, donc, c'est un mélange de CH4 et d'autres gaz, notamment du CO2, de l'H2O, de l'eau et de l'H2S. Ce biogaz, il y a deux grandes voies de valorisation aujourd'hui au niveau, dans la filière au niveau national. C'est tout d'abord de l'injecter dans les réseaux de distribution ou de transport de gaz naturel pour l'utiliser comme gaz de ville ou comme biocarburant, le bio-GNV, au niveau de la mobilité. Ça, pour les collectivités, par exemple, le bio-GNV, il y a un certain nombre de collectivités qui adaptent leur flotte captive de bennes d'ordures ménagères ou de bus pour qu'ils puissent fonctionner au GNV et donc au bio-GNV. Le bio-GNV ou le GNV, c'est la même chose dans la molécule, simplement l'origine de la molécule qui est différente. Le bio-GNV étant donc une molécule renouvelable issue de la méthanisation. Voilà, la deuxième grande valorisation, c'est la cogénération qui produit de la chaleur et de l'électricité. Et enfin, une troisième valorisation qui est historique mais qui n'est pas aujourd'hui en développement, c'est la valorisation directe en brûlant le biogaz dans une chaudière ou dans un four d'incinération, notamment pour les stations d'épuration. Alors, au niveau du parc régional, hein, sur les 133 unités, la grande majorité aujourd'hui est en cogénération. 84 unités sont en cogénération, mais la filière montante, c'est l'injection biométhane. En 2021, le nombre de mises en service, qui était de mémoire d'une quinzaine ou 17 mises en service, a été majoritairement des mises en service en injection biométhane. Et les 80 projets qu'on a dans les tuyaux sont en grande majorité à 80-90% des projets en injection biométhane, tout simplement parce qu'il y a une priorisation nationale pour l'injection biométhane. Jean-Jacques, je crois, en a parlé en tout début. Il y a différentes façons de faire de l'électricité renouvelable. Par contre, il n'y a aujourd'hui qu'une seule technologie mature pour faire du gaz renouvelable, c'est la méthanisation. Et il y a deux autres technologies, la pyrogazéification et la méthanation, qui sont en ligne de mire. Mais voilà, la méthanisation, à l'heure d'aujourd'hui, est la seule technologie mature pour faire du gaz renouvelable. D'où la priorisation nationale sur l'injection biométhane. Quelques mots quand même, donc quelques mots un peu plus techniques sur ces deux types de valorisation. Alors, la valorisation du biogaz en cogénération, ça sera notamment une partie du témoignage de Nicolas qui va aller bien au-delà de ça, vous allez voir. Mais donc, je vais simplement dire les bases pour pas qu'il ait à le répéter sur ces aspects-là. Mais voilà, c'est en gros, vous prenez votre biogaz et vous le passez dans un moteur de camion qui a été un peu modifié avec une turbine qui permet en fait de produire de l'électricité qui est donc injectée sur le réseau à un tarif préférentiel avec une garantie d'achat de 140 000 heures, c'est à peu près 20 ans, un peu moins. Ça, c'est pour le milieu agricole, par exemple, c'est quand même quelque chose qui est fort appréciable d'avoir pour la première fois un atelier avec un produit au prix garanti. Voilà, l'ensemble des filières agricoles, alimentaires n'ont pas cette chance-là. Et puis, vous produisez à côté ça la chaleur que vous récupérez auprès du moteur, comme vous, quand vous chauffez votre voiture avec votre moteur, eh bien là, c'est pareil. La chaleur, elle permet de
chauffer le process. Voilà, la méthanisation s'effectue à 40-42 degrés. Et puis, une partie de la chaleur peut être utilisée pour être valorisée, sécher des fourrages sur la ferme ou sécher des choses d'acteurs économiques du territoire. Par exemple, là, vous avez la photo de plaquettes de bois qui sont séchées. On en a aussi, bien sûr, en région. Puis, vous allez voir avec Nicolas aussi la possibilité de valoriser la chaleur au profit direct des collectivités. Quelques ordres de grandeur, si vous avez sur votre collectivité une méthanisation qui est un projet qui émerge, il faut savoir qu'en moyenne, une méthanisation en cogénération en agricole individuel, voilà, un agriculteur qui monte son unité de méthanisation, elle permet d'assurer la fourniture d'électricité d'environ un peu plus de 300 foyers. Je ne vais pas compter la chaleur là-dedans, c'est vraiment que l'électricité. 300 foyers qui se chaufferaient, auraient de l'eau chaude sanitaire et s'éclaireraient à l'électricité. Voilà. Après, vous pouvez aller, il y a des unités de cogénération sur steppe sont de plus grosse taille et assurent l'approvisionnement de plus de 1000 foyers en électricité. Quelques éléments économiques, par ailleurs. Pardon, excusez-moi. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement pour vous donner une idée, une unité moyenne de 180 kg électriques qui donc fournit l'énergie pour 300 foyers, c'est à peu près 1,5 à 1,7 million d'euros. 380 kg, c'est du 2,8 millions d'euros. Voilà, ces investissements qui sont quand même conséquents, mais le modèle économique est calé derrière pour que ça soit un atelier qui permette d'obtenir une rentabilité et une rémunération du travail et du capital investi. Au niveau de l'injection de biométhane, la deuxième filière, eh bien, c'est simplement, vous prenez ce même biogaz, mais vous ne le mettez pas dans un moteur, vous allez l'épurer d'abord pour obtenir ce qu'on appelle du biométhane, c'est-à-dire du biogaz à 95% de méthane et qui est conforme à la réglementation pour pouvoir ensuite être injecté. Avant d'être injecté, il passe dans le poste d'injection de GRDF qui l'autorise, le contrôle, le compte et ensuite c'est injecté dans le réseau de distribution ou de transport. En général, il peut y avoir aussi quelques valorisations annexes, mais en général, aujourd'hui, c'est directement injecté dans le réseau de distribution ou de transport et ensuite utilisé, comme on l'a dit, pour la mobilité ou pour les usages classiques du gaz naturel dans les réseaux de ville. C'est des unités qui ont un rendement énergétique très élevé, 94%, je n'ai pas insisté, mais sur la cogénération, on a des rendements théoriques autour de 80%, c'est-à-dire quand vous rentrez 100 kWh en théorie, vous pouvez en valoriser 85, mais en cogénération, on est généralement bien moindre. Alors, le témoignage de Nicolas va me faire mentir, mais c'est assez rare, on va dire, d'avoir une unité qui valorise aussi bien le biogaz en cogénération que celle de Nicolas, tout simplement parce que la chaleur a toujours été un peu un élément compliqué à valoriser de manière efficace. Voilà, simplement quelques éléments aussi économiques. Je vous laisserai voir à tête reposée pour vous dire, moi, plus insister sur la taille moyenne des unités de méthanisation en injection biométhane. En région, en agricole, on est à 134 normomètres cubeurs. Alors ça, c'est une nouvelle unité. On parle plus de kilowatts électriques, on parle de normomètres cubeurs. Alors 134 normomètres cubeurs, 180 kilowatts électriques, c'est pas, en fait, c'est trompeur. Les unités de méthanisation en injection biométhane sont bien plus importantes en termes de puissance que les injections, que la cogénération. En 134 normomètres cubeurs, c'est l'équivalent de consommation énergétique de 2300 foyers. Donc, vous avez sur votre territoire un projet d'injection biométhane qui est en émergence. Eh bien, il faut savoir que dans le cadre de votre PCAET, de votre TEPO, ça permettra de fournir en renouvelable l'équivalent de la consommation de 2300 foyers, ce qui n'est quand même pas rien. Voilà, je vais laisser la parole maintenant, reprendre la parole à Jean-Paul sur les aspects digesta. Je reviens. Donc, voilà. Sur les digestats, merci Guillaume. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme Guillaume l'a dit, on a des procédés essentiellement en voie liquide. Et il faut savoir que les digestats représentent à peu près, les digestats à épandre, ça représente 80-90% du volume entré dans le digesteur, puisqu'on dégrade uniquement une fraction seulement de la matière sèche. Donc, au final, on a quand même beaucoup de matière à épandre. C'est un produit désodorisé. J'ai vu dans le chat que la question avait été posée. Effectivement, pendant le processus de méthanisation, on dégrade tous les composés volatiles. S'il y a des odeurs à la sortie, c'est que la digestion s'est mal faite et il y a un dysfonctionnement du méthaniseur, mais en sortie, le produit est désodorisé. Les adventices sont dégradés effectivement. Également, on a eu des tests et des essais qui ont été faits même avec des plantes invasives sur l'ambroisie, sur la rhume du Japon, etc. Donc, on a une destruction de tout ce qui est potentiel de reproduction des plantes.
et des économies d'engrais minéraux attendues par les agriculteurs. Et c'est là tout l'enjeu pour les agriculteurs. Donc là, si je vous invite à basculer sur la gauche de la diapositive, où on voit le processus. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'azote organique qui entre dans le méthaniseur est transformé en grande partie en azote minéral. Et c'est là tout l'enjeu. Donc l'azote minéral, c'est celui que les agriculteurs achètent, notamment au printemps, pour le démarrage de la végétation. Donc, ça suppose, l'azote minéral, c'est essentiellement de l'ammoniac, c'est de l'ammoniac, donc composé assez volatile. Donc, ça suppose nécessairement des techniques d'application et de retour au sol qui font appel à du matériel adapté, comme vous l'avez en photo, là, c'est ce qu'on appelle des pandillards. Et puis, à une période d'épandage où les plantes en ont besoin. Donc, soumis à plan d'épandage, on y reviendra. Ces retours au sol sont particulièrement appréciés et contribuent à l'autonomie des exploitations en matière d'éléments fertilisants. Je fais juste une petite parenthèse également par rapport à quand on voit l'augmentation du prix de l'énergie actuelle et les risques pour les années qui viennent, c'est un sujet particulièrement sensible parce que le coût de l'engrais acheté est directement lié au coût de l'énergie. Donc l'autonomie est quelque chose de recherché. Bon, ok, j'accélère, Guillaume. Donc, sur le cadre réglementaire, on a, voilà, on a des installations qui sont soumises à ICPE, donc installations classées pour la protection de l'environnement. On est soit en régime de déclaration, enregistrement ou autorisation. Je ne vais pas détailler, mais ça dépend directement de la nature des produits entrants et des quantités de matières traitées annuellement. Ensuite, dès qu'on est avec des produits d'origine animale, même fumier-lisés, on est soumis également à agrément sanitaire. Des obligations d'hygiénisation dès lors qu'on est avec des produits d'origine animale, c'est un traitement des matières entrantes avant incorporation dans le digesteur à 70 degrés pendant 1 heure avec une granulométrie de 12 mm. Ça, c'est aussi réglementaire. Des permis de construire qui sont délivrés par le préfet et puis des conditions d'épandage, sauf exception en région. Aujourd'hui, tous les méthaniseurs sont soumis à plan d'épandage et doivent appliquer les règles, et notamment dans les zones vulnérables. Donc, tout ça pour dire que la méthanisation agricole et le développement de la méthanisation, ce n'est pas le Far West. On est vraiment dans un cadre réglementaire très, très strict. Un exemple, c'est sur les retours au sol, avec les distances d'épandage que vous voyez sur cette diapo. Donc, c'est 10 mètres des cours d'eau dès lors qu'on a des bandes enherbées, des bandes tampons. S'il n'y a pas de bandes tampons, on doit se situer à 35 mètres. Et puis 50 mètres pour les points de prélèvement d'eau destinés à l'alimentation humaine. Voilà une illustration de la réglementation. L'intérêt pour les acteurs d'un territoire de développer la méthanisation, vas-y Guillaume, voilà, donc sur les petits logos de gauche par rapport à ce qui nous arrive en ce moment, je rajouterai également les enjeux géopolitiques. Si on développe la méthanisation depuis quelques années, c'est par rapport à des limitations des impacts de nos activités humaines et agricoles sur le climat, le traitement des déchets, le devenir de l'agriculture, l'énergie, etc. Aujourd'hui, il y a peut-être cette dimension-là géopolitique aussi à prendre en compte, parce que nos politiques nationales et même européennes visent une autonomie en énergie renouvelable, ça a été évoqué, avec un biométhane notamment qui est stockable, qui est utilisable pour de multiples usages. Un coût de production qui est maîtrisé, ça a été un peu évoqué aussi au début, puisque les tarifs d'achat sont réglementés. La réduction des gaz à effet de serre, on y reviendra tout à l'heure avec une analyse du cycle de vie. Et puis, plus localement, on est vraiment dans des logiques d'économie circulaire avec des emplois qui ne sont pas délocalisables, une part de NR dans le mix énergétique local, et c'est bien l'enjeu de vos plans climat-énergie territoriaux. Une valorisation énergétique des ressources locales, diminuer le coût du traitement des bouts de stations d'épuration. Plusieurs unités fonctionnent en région sur les bouts de stations d'épuration. Une valorisation des infrastructures gazières des communes. Les réseaux sont propriété des communes et autant faire fonctionner des infrastructures coûteuses qui ont été mises en place avec du gaz vert. Améliorer la robustesse des systèmes agricoles, on va y revenir. La réduction des nuisances olfactives, on en a parlé, et puis en se donnant les moyens, on peut aussi fédérer des acteurs locaux. Mais ce sera sans doute l'enjeu, enfin l'objet du webinaire à venir le 18 mars
où là encore, tout ce qui est animation des acteurs locaux pour développer la filière méthanisation, c'est un vrai enjeu. Je voulais juste faire un petit complément sur la robustesse des systèmes agricoles, puisque l'objet, c'est par la méthanisation d'améliorer des revenus issus de la vente du gaz pour les agriculteurs, mais également pour d'autres acteurs qui seraient impliqués dans les projets, la valorisation de l'énergie des déchets organiques et puis réduire la dépendance aux achats d'engrais, on en a parlé, faciliter la transition agroécologique et transférer des charges de stockage des effluents. Actuellement, c'est un poids important pour les exploitations d'élevage qui doivent assurer le stockage à la ferme et là, on a des possibilités d'externaliser le traitement. Voilà. Alors, les acteurs d'un projet sur un territoire, on va trouver des agriculteurs qui peuvent être seuls porteurs des capitaux de la société de projet ou seuls ou en collectif, associés des tiers investisseurs également, mais c'est quand même les seuls acteurs qui sont capables d'apporter des matières organiques et également des surfaces d'épandage. On a tout un cortège d'acteurs privés qui peuvent s'associer à des projets de méthanisation. Donc, ce sont des tiers investisseurs. Ils peuvent être tiers investisseurs, donc associés au projet. Ils peuvent être prêteurs de capitaux, développeurs, bien sûr, et fournisseurs de matières premières. Et puis, pour les collectivités, je ne vais pas m'étaler non plus des raisons des collectivités de s'associer à un projet de méthanisation à tous les stades. Jusqu'au fait d'être, pourquoi pas, tiers investisseur. Ça fera l'objet du prochain webinaire le 18 mars. Pour finir, donc juste une étude qui a été publiée récemment en 2021 sur l'analyse du cycle de vie. On considère qu'un système équivalent sur une base d'élevage, avec méthanisation, on réduit par 4 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un système sans méthanisation. Les principaux leviers qui expliquent le fait qu'on réduise par 4 les émissions de gaz à effet de serre, c'est la substitution du biométhane au gaz fossile dans les usages, la substitution d'engrais minéraux par le digestat, le stockage de carbone dans les sols qui améliore le bilan global, et puis la gestion des effluents d'élevage qui, du fait qu'ils sont traités en flux tendu et envoyés directement en méthanisation, évitent les émissions de gaz à effet de serre et notamment de méthane. Voilà, merci. Je repasse la parole à Guillaume. Merci Jean-Paul. Écoutez, je vous propose de sauter quelques diapos simplement pour tout de suite prendre, et puis on y reviendra à la fin, pour tout de suite échanger avec Nicolas, qui nous fait le plaisir donc d'être avec nous. Alors, il y a un petit film pour le présenter de 2 minutes. Je vais essayer de le lancer. Normalement, ça va marcher. Et puis après, Nicolas, je te laisserai du coup la parole. Voilà, tac. Vous me dites simplement si vous l'entendez bien, ce petit film. Qui va présenter donc du coup l'unité de Nicolas. Voilà. Alors. C'est tout bon, Guillaume. Ok. Alors, il faut juste que je le mette en grand. Nicolas Robert est éleveur dans un GAEC qui a innové par la mise en place d'une unité de méthanisation. On est sur une installation de 150 kW électriques pour 179 kW thermiques. On peut en retirer 2 produits, donc d'une part l'électricité à hauteur d'1 150 000 kW par an. C'est la consommation annuelle de 300 maisons, mais également la chaleur qui nous sert à chauffer le lycée, mais également la salle des fêtes sur la commune. Donc notre installation aujourd'hui, elle fonctionne principalement à hauteur de 72% sur nos effluents d'élevage, donc notre fumier et notre lisier. On a également un partenariat avec une coopérative sur les matières stercoraires, mais également un autre partenariat avec un fournisseur privé sur du déchet vert. Mais on dispose aussi d'un autre intérêt, c'est le digestat. Donc on utilise ce produit comme épandage, au même titre que le lisier. On a aujourd'hui un produit qui est beaucoup plus assimilable par la plante, ce qui nous a permis de faire une économie considérable au niveau de nos apports d'engrais. C'est également intéressant dans le sens où le digestat est un produit qui est inodore. On a investi à hauteur de 1 350 000 €. Nous avons été aidés, nous, sur le projet à hauteur de 27% par différents partenaires publics. On a quand même de réels appuis au niveau départemental, régional ou même national.
sur le montage des projets, les études de faisabilité, mais également la partie économique en termes de subventions. L'activité de méthanisation aujourd'hui, en termes de temps et d'organisation au niveau de notre travail, on peut le quantifier à hauteur de 1 heure, 1 heure et demie par jour, mais c'est du temps qui aujourd'hui il est plutôt rémunérateur. Notre métier premier, bien évidemment, ça reste la production laitière, hein, c'est ce qui nous anime tous les jours. Mais la méthanisation nous apporte, au même titre que peut apporter la vente directe, une autre ouverture d'esprit dans un premier temps, mais également une autre approche de notre métier à travers l'économique, la partie écologique également. C'est à nous, agriculteurs, de prendre et de porter ces projets-là pour que justement ils restent dans les mains de la profession agricole et qu'ils ne partent pas sur d'autres filières. Un projet de méthanisation agricole bien construit peut être une opportunité face aux contraintes réglementaires de stockage des effluents d'élevage. Il peut aussi être l'équivalent d'un nouvel atelier et développer l'emploi. Voilà. Eh bien, écoute, Nicolas, je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais te laisser allumer ta caméra. Et puis, eh ben, je vais te laisser faire le retour d'expérience. Je crois que tu n'as pas besoin de guide ou de relance de questions. Tu es expert là-dessus. Et du coup, je suis sûr qu'il y aura pas mal de questions. Allez, à toi de jouer, Nicolas. Bonjour à toutes et tous. Comme la présentation l'a décrit Nicolas Robert, je suis éleveur dans le sud du département de la Loire, associé en GAEC avec mon frère et un tiers aujourd'hui. À l'époque de la vidéo, j'étais avec mes parents, donc c'était une structure familiale. Donc qui abrite de la production laitière, hein, c'est notre cœur de métier. On produit du lait pour la laiterie Sodial via le grand lait notamment. Ensuite, on a aussi une diversification sur de la vente directe en production de veau et de viande rouge qu'on vend en caissette on a un labo de transformation chez nous. Et puis, depuis 2014, on a mis en place notre installation de méthanisation. Donc, il faut savoir que c'était le premier projet industriel ou agricole qui a été mis en place dans notre département. Donc, le 14 décembre 2014, on a mis en service notre installation de 150 kWh en électrique avec un réseau de chaleur. Voilà. Projet qui a évolué, j'aurai l'occasion de vous l'expliquer un peu plus tard depuis, parce que maintenant ça fait déjà pratiquement 7 ans et demi, 8 ans qu'on est en fonctionnement. Donc nous, qu'est-ce qui nous a amené à partir sur ce type de projet? Moi, j'avais commencé à étudier ça un peu à travers mon cursus scolaire. Remise en question perpétuelle et de se dire, aujourd'hui, peut-être que dans nos secteurs de montagne, l'agriculture ne suffira plus à nous permettre de vivre, tout simplement. Et puis, on souhaitait également essayer de renverser un peu la tendance. Vous avez vu sur la vidéo où se situe notre exploitation. Donc, on est vraiment en périphérie du village de Verrières-en-Forêt, ce qui, initialement, n'était pas forcément une force, mais qu'il est devenu à travers le projet de méthanisation et notamment via la valorisation de la chaleur. On a étudié et raisonné notre projet dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on est parti sur cette base-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces gens qui sont autour de chez nous, et notamment le lycée et les bâtiments communaux. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour essayer d'avoir un projet territorial cohérent et qui, du coup, devienne une vraie force pour nous d'être à proximité de ces habitations. Donc, du coup, la méthanisation s'est mise en avant, notamment par la production de chaleur à travers la cogénération. Donc, on s'est tout de suite rapproché de la région et du lycée pour leur dire, voilà, nous, demain, on a un projet de méta. On va avoir de la production de chaleur. On peut vous proposer de la chaleur en complément en substitution de votre énergie fossile actuelle qui est le fioul. Donc, les acteurs, et notamment la région et la commune, ont été très, très intéressés. Il y a eu un peu d'inertie parce que forcément, hein, il y a des contrats à mettre en place, il faut trouver des accords. Donc, on a mis le projet, nous, on a démarré la réflexion en 2009 et on a mis en service en 2014. Vous voyez, il y a 5 ans de réflexion, de montage de projet, de dossier, d'études de faisabilité, de démarches bancaires également.
Aujourd'hui, le projet il fonctionne comme ça. Donc, on chauffe le lycée depuis 8 ans. On a financé l'intégralité du réseau jusqu'à l'échangeur à plaques, à part le secondaire, mais ça reste infime. Donc, il y a 900 mètres de réseau. On alimente le lycée aujourd'hui à hauteur de, on va dire, de 80 à 90 000 litres de substitution de fioul. Donc, c'est quand même assez conséquent. On a fait un contrat avec eux sur 15 ans avec un tarif figé sur la durée. Donc, on est aujourd'hui sur un tarif, aujourd'hui encore plus, mais à l'époque où on a signé, on était à 30% en dessous du cours du fioul actuel. Et aujourd'hui, on est plus dans l'ordre des 40 à 42%. Donc, il y a eu une économie nette dès la première année qui a été réalisée par la région et les bâtiments, et par la commune. Et notre idée était claire. Aujourd'hui, on a touché un financement de la région. C'était aussi un juste retour des choses en se disant que sur la durée du contrat, ils allaient récupérer leur subvention à hauteur de 2,5 fois la mise pratiquement. Voilà. Donc c'était un vrai projet, on a souhaité faire un vrai projet territorial, on ne voulait pas faire ça que dans notre coin. La deuxième force, le deuxième aspect qui nous a fait aussi réfléchir à ce projet-là, c'était bien évidemment la partie écologique. On était assez sensible à ça. On sait aussi, on a toujours été dans l'anticipation sur tous nos projets. On sait aujourd'hui, on le savait à l'époque, on s'en doutait, mais aujourd'hui c'est encore un peu plus officiel que l'agriculture regarde d'être très près en termes d'émissions notamment, que nos exploitations, et on commence à le voir arriver, ont des impacts carbone à réaliser, et j'en suis convaincu, dans les années qui viennent, nos primes seront indexées en fonction de nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. On se doit d'être exemplaire quand on est financé par des financeurs extérieurs et notamment des financeurs publics. Donc du coup, nous, ça nous permettait d'avoir déjà une avance, puisque notre site aujourd'hui, en 2014, on était à 465 tonnes de valorisation de gaz à effet de serre, hein, donc ça veut dire qu'on avait un bilan carbone positif. Donc c'était vraiment quelque chose déjà une très belle source de communication pour nous, et surtout déjà un pied d'avance dans ce qui va se tramer dans les années qui viennent. Et enfin, pour finir, parce que c'est quand même aussi le nerf de la guerre, il y avait une partie économique qui nous permettait d'assurer une pérennité globale sur nos deux structures, et même à terme un peu plus que ça, et c'est le cas aujourd'hui, un complément de retraite pour mes parents, puisqu'on connaît tous les retraites agricoles qui sont scandaleusement misérables. Voilà. Donc du coup, ce challenge-là, il a été relevé. Le projet fonctionne très très bien depuis 2014 maintenant. C'est pas moi qui le dis, hein, on remplit des enquêtes, que ce soit ADEME ou région, chaque année. Et c'est vrai qu'on se retrouve souvent Guillaume pourrait en témoigner aussi, dans le haut du panier. Donc, on a la chance d'avoir un projet qui tourne bien. Alors, nous, on est, comme la vidéo le disait, sur 70% d'effluents d'élevage, un peu moins maintenant. Production pratiquement en 2020, novembre 2020, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant. On est passé à 250 kW. On a monté un dossier ICPE en enregistrement pour pouvoir valoriser, encore une fois, sur notre territoire, du déchet qui était soit valorisé sur de la méta, mais beaucoup plus loin, voire hors de nos frontières françaises, au Luxembourg notamment, et du déchet qui est à 15 km de chez nous. Donc, on a mis 2 ans pour monter ce dossier ICPE en enregistrement. Aujourd'hui, il est validé, donc on a un hygiéniseur. Tout à l'heure, on a pu entendre le fonctionnement et les principes de l'hygiénisation. Hein. C'est un stérilisateur. On fait cuire la matière pendant 1 heure à 70 degrés pour enlever les éventuelles salmonelles ou Escherichia coli, les impuretés, avant d'intégrer la matière dans le process de méthanisation. Donc ça c'est en place depuis 1 an et demi. Et du coup, ce biodéchet, donc on récupère du biodéchet à hauteur de 2500 tonnes annuelles sur un collecteur qui est à 15 km de chez nous. Donc du déchet local traité en local pour faire une énergie locale. On voit qu'on est toujours dans un système avec une économie circulaire et territoriale. Hein. C'est ce qui fait aussi la virtuosité de ces projets de méthanisation, et c'est ce qui fait aussi qu'on peut communiquer positivement là-dessus, et on en a besoin en ce moment. Du coup, ça nous a permis de doubler la production d'électricité, enfin pratiquement doubler. On a 250 kW, et on a aussi augmenté notre partie chaleur. Donc on a augmenté la part de chauffage vert, on va dire, du lycée et de la salle d'animation.
Et du coup, voyant ça, on s'est dit, on avait, malgré la mise en place du deuxième moteur, encore un petit peu on va dire, d'excédent de gaz, et c'est le cas aujourd'hui. Du coup, il nous manquait une corde à notre arc pour avoir un projet vraiment très complémentaire, et notamment encore plus territorial, puisque là, c'était d'apporter une offre concrète à nos voisins, aux membres de la commune, aux entreprises de la commune. Du coup, on est parti sur la production de bio-GNV, donc de gaz pour véhicules. On a déposé une demande de subvention à la région qui a été validée pour pouvoir mettre une station qu'on appelle une Agri 40, donc de production de bio-GNV raccordée directement à notre méthaniseur. Donc, du coup, elle sera alimentée intégralement par nos excédents de gaz et puis la production qu'on peut faire aujourd'hui. Sur notre site à Verrières-en-Forêt. Donc, elle sera en place dans 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Et tout ça dans un but de pouvoir apporter à nous, déjà, dans un premier temps aussi, on est en train de passer toute notre flotte de véhicules au GNV. On est rentré dans un appel à projet, dans un projet des agriculteurs méthaniseurs de France, cofinancé par l'ADEME, GRDF et GRT Gaz, qui met en place des tracteurs qui viennent de sortir de la marque Newland. Il y en aura 6 en France qui roulent 100% bio-GNV. Donc, c'est un essai qui sera mis en place pendant 3 ans, et un tracteur sera mis en place chez nous, dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, pour voir un petit peu comment ça peut se passer au niveau de l'agriculture et surtout de nos techniques de travail, voir si c'est compatible, si en termes d'autonomie, Donc, on aura tout un tas de choses et il y a tout un tas de travaux qui vont sortir par rapport à ça. Et surtout, on a sollicité nos voisins, les entreprises, pour voir si demain ils souhaitaient passer au GNV, donc avec une station qui sera à leur porte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, rouler au bio-GNV, c'est différent. Le GNV, on parle de gaz importé de Russie ou d'ailleurs, donc le gaz gris. Quand on parle de bio-GNV, c'est du gaz local, produit via de la méthanisation. Donc, du coup, on est quand même sur de la mobilité qui permet d'être 80%, d'émettre 80% d'émissions de CO2 en moins par rapport à un diesel ou un essence, et surtout 95% de particules fines. Voilà. Donc, ce qui fait que ça le place aujourd'hui numéro 1 sur l'échelle de la mobilité décarbonée, puisque quand on prend le process de production de l'énergie jusqu'à la consommation dans le véhicule, le GNV est devant l'électrique et aujourd'hui devant l'hydrogène. Voilà. Donc, on n'en parle pas beaucoup. Je vois qu'on a pas mal de collectivités aujourd'hui. Ça va être le rôle de faire connaître ce type d'énergie, parce que derrière, on fait vivre aussi l'agriculture, on fait vivre de l'économie locale. Et je trouve que c'est aussi, à terme, un formidable moyen d'acceptabilité de nos projets de méthanisation. Parce que nous, pour les premiers, étant placés à côté des maisons, on a eu des craintes de certains voisins qui se sont avérées pas fondées à terme, et qui aujourd'hui, ça se passe très bien. Mais du coup, ces mêmes voisins aujourd'hui viennent passer nos véhicules au gaz. Donc, du coup, c'est un super vecteur de communication. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, si on apporte une offre cohérente à des gens, on répond à une problématique, et par conséquent, les projets passent beaucoup mieux. Et aussi, surtout, dans ce projet-là, qui est loin d'être le projet le plus rentable de ce qu'on va faire, loin s'en faut. Mais par contre, c'est pour nous le projet le plus abouti, dans le sens où on a un formidable vecteur de communication. On a pour ambition de faire passer, alors ça n'a pas été le cas sur les nouveaux contrats, ils n'ont pas été faits dans ce sens-là, mais à terme, les bus qui montent les élèves au lycée, également au GNV. On commence à mettre en place le tri sur les assiettes de repas du lycée. Et tout ça, ça nous permet de communiquer en disant, grâce à votre geste au quotidien de trier votre matière, ça vous permet d'une part de vous chauffer grâce à l'installation qui est à côté, et demain de vous déplacer proprement grâce à la production de bio-GNV. Et quand on arrive à sensibiliser encore plus des populations très jeunes, quand on parle de lycée, on parle d'étudiants. J'interviens aussi, moi, dans les classes de mes enfants qui sont sur la commune de Verrières. On a un RPI, il y a un bus qui tourne sur le RPI et qui, à terme, devrait aussi passer au GNV, on le souhaite en tout cas. Et quand ces jeunes-là ont pris conscience de ça, ce sera, en tout cas on l'espère, ce ne sera pas eux qui demain iront s'opposer à des projets cohérents en méthanisation. Voilà. Donc pour nous, le vrai impact de ce dernier projet, c'était ça.
Et en parallèle, on s'est aussi positionné sur une installation, enfin sur une appel d'offres à Montbrison, une AMI lancée par la communauté d'agglomération Loire-Forêt, en coactionnariat avec une société qui s'appelle Seven, et on a remporté l'AMI. Donc on va aussi monter une station sur des plus grosses ampleurs, sur le site de Loire-Forêt Agglomération, qui devra sortir en 2022 également. Et la particularité sera, nous, notre rôle à jouer là-dedans sera qu'on a pour ambition de produire de l'hydrogène vert à partir de notre site de méthanisation. Donc ça, ce sera la phase 4 du projet qui arrivera dans 2-3 ans. Par vapororéformage, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça reste quand même de la technique assez poussée. C'est un brevet qui a été déposé par notre associé sur ce projet, avec un micro-module de production d'hydrogène sur notre site de Verrières-en-Forêt. Donc, on parle de 100 kg jour à peu près, qui sera acheminé ensuite sur, peut-être notamment via notre tracteur qui roule au GNV. Il sera acheminé de manière décarbonée sur le site de Montbrison, où il sera revendu pour les camions ou les particuliers qui souhaiteront à terme, on dit bien à terme parce que moi je ne veux surtout pas enterrer le GNV au profit de l'hydrogène, et pour moi la filière n'est encore pas mûre en termes de véhicules, de propositions de véhicules et de rentabilité clairement pour pouvoir développer ça tout de suite, mais on s'est engagé à le faire dans les 2 à 4 ans qui arrivent. Voilà. Donc, nous, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous apporte pleine satisfaction. C'est des projets passionnants. On gère notre métier différemment. Ça n'empêche pas qu'on reste avant tout éleveur. On est passionné par la production laitière. Mais en tout cas, ça nous permet d'être épanouis dans notre travail. Tout simplement, on est épanoui aussi parce qu'on arrive à gagner notre vie. Et ça, c'est primordial dans notre profession actuellement. Voilà. Parfait, merci Nicolas. Donc, unité de méthanisation pour l'électricité, de la chaleur, du bio-GNV, bientôt de l'hydrogène. C'est, on peut dire, complet au service du territoire et de ses usagers. Alors, on va passer à la phase de questions-réponses. Donc, du coup, n'hésitez pas à lever la main. Alors, je me retourne aussi vers Estelle, est-ce qu'il y a des questions qui peuvent être remontées d'ores et déjà. Et en tout cas, c'est le moment du dialogue entre nous. Allez-y. Nicolas est aussi à votre disposition encore quelques minutes. Donc, je vous laisse prendre la parole. Oui, alors merci Nicolas pour ce témoignage. Une question d'Audrey concernant le réseau de chaleur. Que se passe-t-il l'été par rapport aux besoins de chaleur? On a souvent la question. Alors, nous, on a la particularité, c'est que notre lycée, il est loué, il est mis à disposition d'une colonie de vacances tout l'été. Et à ce titre, on chauffe déjà 9000 litres de ballons d'eau chaude. Voilà. Donc, pour les douches notamment. Donc, en fait, le réseau de chaleur est productif quasiment toute l'année. On avait bien évidemment un peu anticipé cette question-là quand on avait fait notre réseau, et la réponse qu'il nous avait apportée, c'est le cas aujourd'hui, c'était que le lycée, en fait, il est jamais fermé, il y a toujours du monde à l'intérieur. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a pas mal de collectivités. N'hésitez pas à lever la main ou à oui, ouvrir votre prenez micro. La parole. On vous donnera la parole. De discussion. Et on va libérer Nicolas. Bon, merci à toi, Nicolas. Merci encore. Alors, du coup, il y aura dans le diaporama une diapo spécifique sur l'unité de méthanisation que vous a présenté Nicolas. Donc, vous pourrez retrouver un certain nombre de chiffres qu'il vous a cités. Du coup, je vais en profiter pour. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de questions sur les steps. Donc là-dessus, peut-être qu'il y a des besoins auprès des collectivités d'avoir des éclaircissements sur les stations d'épuration, sur la méthanisation sur bout de steppe. Alors, on ne peut pas répondre à tout, effectivement, aujourd'hui, mais si vous le souhaitez, on pourra peut-être voir pour un webinaire spécifique là-dessus. Là, c'était un peu général et ensuite ciblé sur la filière principale d'aujourd'hui, c'est-à-dire la méthanisation agricole. Mais je vous laisserai me contacter si vous souhaitez approfondir sur les aspects méthanisation en bout de steppe. Merci à toi, Nicolas. À bientôt tout le monde. Et puis, j'en profite tant que tout le monde est là pour vous dire que cette filière, elle a besoin de tous les acteurs sur le territoire, notamment les EPCI, tous les gens qui vont tirer dans le bon sens, parce que c'est une filière vertueuse, quoi qu'on puisse entendre. Donc, on a besoin de vous.
Donc, allez-y, renseignez-vous, allez chercher l'information, la bonne information aux bons endroits et on se rendra vite compte que, on peut vite se rendre compte que c'est des projets qui sont pour la plupart du temps vertueux. Voilà. À bientôt tout le monde. À bientôt. Merci. Alors, une toute petite question qui arrivait à la fin, c'est peut-on stocker l'énergie excédentaire? Donc, c'est le biogaz, j'imagine. Vous voulez savoir si on peut stocker le biogaz. Alors, Nicolas, est-ce que tu veux répondre? Ouais, je vais répondre. Sur la partie GNV, en fait, on a un stockage de 320 kg sur notre site de stockage de gaz prêt à être utilisé et consommé par les véhicules. Sinon, sur notre site de Meta, le gaz est stocké dans le gazomètre. En fait, hein. On a 250 mètres cubes de stockage dans le gazomètre qui servent, le moteur, il pompe H24. Par contre, il y a des fois, on a des baisses de production et c'est pallié par ce stockage de gaz-là. Voilà. Merci. Pas d'autres questions de dernière minute pour Nicolas. Ok, écoutez, je vais juste reprendre rapidement la main sur. Merci à toi, Nicolas. Du coup, le reste du diaporama, il y avait encore quelques éléments à échanger avec vous. C'était notamment donc, sur le développement, les étapes de développement de projet. Alors, pour un projet de développement, pour un projet de méthanisation sur un territoire, c'est pas de tout repos. C'est vraiment, alors c'est à la fois passionnant et à la fois très engageant. En tout cas, là, je vous présente juste un petit schéma, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la solution de facilité d'avoir d'abord au sein d'un territoire ou même pour un acteur économique du territoire qui connaît déjà ses intrants ou pour un territoire qui fait une étude de gisement pour cibler ses intrants et puis il voit qu'il y a une possibilité de faire une unité de méthanisation, d'aller tout de suite vers un constructeur ou un assemblier qui viendrait taper à la porte. Alors, là-dessus, au nom du collectif, le collectif Ambition Biogaz 2023, puis l'ensemble des acteurs, des encadrants techniques, au niveau national, le club biogaz, etc., on vous engage fortement à ne pas tout de suite contacter un assemblier, tout de suite vous engager comme ça. Je pense qu'on pense que l'étape de développement d'un projet, de réflexion d'un projet est essentielle. Un bon développement de projet qui prend son temps, qui prend le temps de bien mesurer l'ensemble des composantes, c'est gage d'une bonne exploitation à la suite. Et parce qu'un projet de méthanisation, vous avez vu, c'est plusieurs millions d'euros et c'est derrière 15 à 20 ans d'exploitation. Donc, prenons le temps de bien le développer. Prendre le temps de bien le développer, c'est de s'encadrer, prendre le temps de s'entourer des gens, d'un certain nombre de personnes. D'abord, travailler avec un bureau d'études indépendant qui vous accompagnera tout au long de votre projet, d'abord au sein de l'étude de faisabilité. Ensuite, si cette étude de faisabilité montre qu'il y a un potentiel intéressant pour faire de la méthanisation, eh bien, prenez le temps de vous entourer d'une équipe projet. Vous allez voir dans la diapo d'après l'ensemble des structures qui peuvent constituer cette équipe projet, tout ou partie. Et puis, avec ce bureau d'études, cette équipe projet, eh bien, on va commencer à travailler le développement du projet. Le développement du projet, c'est un développement technique avec la mise la consultation de différents constructeurs, la mise en concurrence de ces constructeurs pour vraiment voir et mesurer les offres, leurs différences, essayer de travailler sur l'équipement, etc. Ça, c'est un vrai métier. Il y a des bureaux d'études spécialisés là-dessus pour pouvoir vraiment lire l'ensemble des offres constructeurs. C'est le développement aussi réglementaire, faire des bons dossiers ICPE, des bons dossiers de règlement sanitaire, c'est aussi gage, un permis construire bien argumenté, c'est aussi un gage de développement et d'exploitation ensuite serein. Et puis le développement financier et juridique aussi, hein, puisque l'unité de méthanisation, c'est tout un tas de recherches de financement, c'est aussi des fonctionnements entre acteurs et par exemple au sein des actionnaires de la méthanisation, avoir un règlement intérieur, avoir une charte d'actionnariat, voilà, tout ça, le développement de projet, ça prend du temps. Et pour vous accompagner, les acteurs de la communauté de travail Ambition Biogaz 2023, c'est à vos côtés. Alors d'abord à l'échelle des acteurs du territoire, hein, du département même, donc le chambre d'agriculture, les services de l'État, les DDT notamment, avec ces comités départementaux méthanisation, mais aussi en dehors de ces comités départementaux méthanisation, les DDT ont dans chaque DDT aujourd'hui un référent méthanisation qui peut être là, qui est là pour vous accompagner en lien avec les chambres d'agriculture, en lien aussi avec les acteurs, avec GRDF et GRT Gaz quand il s'agit d'un projet d'injection, et puis en lien avec les acteurs régionaux comme l'ADEME, la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous, Ora2E, hein, pour
c'est simplement un petit zoom sur nous. Ce que l'on peut faire, c'est par exemple vous aider à trouver le bon prestataire privé, le bon bureau d'études, en vous accompagnant justement pour, avec l'aide d'outils que met en place l'ADEME, à rédiger des cahiers des charges, puis ensuite à sélectionner le bureau d'études. Le développement de projet, c'est un certain nombre d'études, c'est vrai, c'est une maturation du projet, c'est un coût. Il faut savoir que ce développement de projet, ces aides à la décision sont financés par l'ADEME avec un taux de subvention à 70%, complété aussi par la région avec un dispositif de starter ENR qui complète aussi l'offre de soutien public aux aides à la décision. Donc là, vraiment, on tient à insister, prenez le temps du développement de projet, y compris pour les steps, d'ailleurs, de bien sélectionner un bon bureau d'études et de vous faire accompagner et ne pas tout de suite aller vers un assemblier qui n'a pas forcément la vision complète des enjeux d'un projet de méthanisation pour vous. Je terminerai ce webinaire en vous indiquant un certain nombre de ressources. Il y a le centre de ressources régional, donc Biogaz Aura. Là, je vous ai mis un lien où vous trouverez l'ensemble des renseignements, des acteurs, des contacts utiles, comment développer son projet, des détails sur la charte Ambition Biogaz 2023 dont on a déjà parlé, un certain nombre de ressources. Je vous ai mis aussi les sites internet des chambres d'agriculture, l'ADEME, Infometa. L'Infometa, c'est un site national d'information sur la méthanisation. Le site du Club Biogaz, où il peut y avoir aussi des ressources intéressantes, le site de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Et puis enfin, vous voulez vous mettre en valeur 5 publications récentes. Le guide L'élu, la méthanisation et le biogaz. Alors, vous pouvez aller le consulter. Il donnera lieu justement à l'intervention, prochaine intervention le 18 mars d'Amorce, qui s'appuiera sur son guide qu'il a donc conçu avec l'ADEME. Nous avons aussi parlé de l'analyse de cycle de vie. Donc là, vous avez le lien vers l'étude INRAE sur l'analyse de cycle de vie des projets en biométhane. Un guide sur les biodéchets du tri à la source jusqu'à la méthanisation auquel a fait référence aussi Jean-Paul Sauzet et auquel ont contribué donc un certain nombre de membres du collectif Ambition Biogaz 2023, notamment donc la région avec Estelle et du coup Jean-Paul. Enfin, deux autres publications, le bilan de fonctionnement 2020 des unités de méthanisation en Auvergne-Rhône-Alpes. Un des résultats d'Ambition Biogaz 2023, c'est notamment d'avoir réussi à se coordonner pour aller interroger une seule fois les méthaniseurs en fonctionnement. La région, l'ADEME et l'État aujourd'hui mènent un questionnaire en commun. Et ce questionnaire en commun, les agriculteurs ont donc un questionnaire à répondre. Et ensuite, ce bilan de fonctionnement résulte de la valorisation des retours des méthaniseurs qui ont répondu donc à ce questionnaire, qui est d'ailleurs en grande partie un questionnaire réglementaire en lien avec le Code de l'énergie et le Code de l'environnement. Et puis ensuite, une plaquette sur les cives. De quoi s'agit-il? Voilà, donc là, c'était la méthanisation de Nicolas Robert. Alors, est-ce qu'il y a, avant de conclure, un certain nombre de questions? Voilà, on est à votre disposition. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas. On a répondu à une question du coup d'Audrey sur la part des intrants effluents d'élevage et d'autres dans le méthaniseur. Et n'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole. Alors, moi, du coup, je vais en profiter pour vous lancer. Alors, ouais. Je vais vous lancer juste un petit sondage. Alors, c'est plutôt. Voilà, je vous le lance. Je vous laisse vous y répondre. Voilà, c'est plutôt, c'est vrai, orienté méthanisation agricole ou territoriale. Est-ce que, concernant la méthanisation, vous avez plutôt un a priori du coup positif, négatif, pas d'a priori? Si un projet de méthanisation émergeait sur votre territoire, donc dans l'idée plutôt un projet de méthanisation agricole ou territoriale, les projets de méthanisation sur bout de steppe sont un peu différents, sans doute. Est-ce que vous seriez plutôt enthousiaste, plutôt inquiet? Voilà. Donc, je vous laisse répondre. Donc, les questions, on a déjà eu 16 réponses. Eh ben, je vais vous présenter les résultats. Écoutez, c'est très encourageant pour nous, en tout cas, puisque sur les 17 réponses, la méthanisation, vous avez plutôt un a priori positif. Si un projet de méthanisation donc, émergeait sur votre territoire, eh bien, vous seriez enthousiaste. Donc, c'est des signaux tout à fait positifs pour nous qui travaillons au quotidien sur le développement d'une filière vertueuse de méthanisation. Et donc, je vous rappelle, nous sommes à votre disposition par rapport à tous vos questionnements, au-delà de ce webinaire, bien sûr. Je
vous donne rendez-vous du coup. Voilà, là, normalement, vous revoyez à nouveau mon écran. On vous donne rendez-vous le vendredi 18 mars pour continuer ce cycle de webinaire où là, on va parler de l'implication des collectivités dans les projets de méthanisation avec l'intervention d'Amorce qui nous présentera les grandes lignes de son nouveau guide L'élu et la méthanisation. Et puis le témoignage de la communauté d'agglomération Arlysère qui a vraiment été proactive dans le développement d'un projet de méthanisation en cogénération qui aujourd'hui est actionnaire d'ailleurs de ce projet de méthanisation et qui viendra nous apporter son témoignage. Voilà, donc je sais, s'il y a encore des dernières questions, allez-y. Toujours pas dans le fil de discussion, donc Audrey, on reviendra. J'espère que vous pourrez être présente au prochain webinaire. Effectivement, l'acceptation sociale est un enjeu, mais un enjeu bien plus large que la méthanisation sur l'évolution, l'adaptation au changement climatique, l'évolution des comportements, des consommations. Donc, c'est normal que ça soit inquiétant. Mais déjà, si les collectivités comprennent l'enjeu, après, le travail se fait avec les acteurs locaux. Et il faut prendre le temps de beaucoup dialoguer, de beaucoup expliquer les choses. Et du coup, je rajouterais que l'acceptation sociale, l'appropriation même locale des projets, c'est le 3e webinaire. Donc, je ne vois pas votre nom en entier, Madame Matt, je crois, Audrey Matt. J'espère que vous serez présente lors du 3e webinaire qui a lieu, je n'ai plus exactement la date en tête, je vous avais mis ça en introduction. Voilà, ce sera sur l'appropriation locale avec notamment le retour d'une étude qui a été faite en région sur l'état des lieux de l'appropriation locale des projets. Parfait. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a un nouveau message. Oui. On va attendre. Pourriez-vous préciser alors du coup quoi? Excusez-moi. Le reste va suivre, devrait suivre. C'est le moment, on est à votre disposition. Ça se termine normalement à midi, mais... Toutes mes excuses, je vais le faire à haute voix, ce sera plus voilà. rapide. On est passé un petit peu vite, c'est simplement pour me remettre en tête les chiffres clés par rapport à la puissance moyenne d'un méthaniseur et la couverture du coup en termes de besoins au niveau territorial et les investissements associés, juste pour avoir une idée des proportions. Eh ben, parfait. Donc, je vous ai remis la diapo. Là. Attendez, est-ce que je partage mon écran? Oui. Vous voyez la diapo? Oui, très bien. OK. Du coup, donc, historique, enfin, la valorisation historique, on va dire, mis à part donc, la thermie sur les bouts de steppe, ça a été la cogénération. Voilà, les projets de cogénération en région. En moyenne, c'est tout issu du questionnaire d'enquête qu'on a fait qu'on fait chaque année auprès des méthaniseurs. Une unité de méta agricole, 180 kW électriques. Là, Nicolas vous disait qu'il était aujourd'hui à 250 kg. Il a commencé à 150, lui. À peu près, ça couvre les besoins en électricité, uniquement parce qu'il y a aussi la chaleur, mais là que je n'ai pas pris en compte pour le coup. Donc, c'est finalement un peu plus que le chiffre là, mais les besoins d'électricité de 300 à un peu plus de 300 foyers, une unité de méthanisation agricole en moyenne. Voilà. Après, vous avez différentes tailles d'unités de méthanisation, mais disons que ça donne des ordres de grandeur. Sur l'injection biométhane, on est sur des unités plus grosses, du coup, on couvre plutôt les besoins. Une unité moyenne en région qui va s'installer sur un territoire en injection biométhane, elle couvrira les besoins en gaz pour donc l'eau chaude sanitaire, le chauffage, de 2300 foyers en moyenne. Voilà. Après, les montants d'investissement, donc pour une injection biométhane en moyenne 134 normomètres cubes, on est autour de 5 millions, 5 millions et demi. Pour la moyenne des unités de cogénération agricole, à 180 kg de mémoire, on est plutôt à 1,5 million d'euros. Ce n'est pas les mêmes outils, mais par contre, le modèle économique est construit derrière, notamment avec le tarif d'achat, pour qu'il y ait une rentabilité. Alors, ce n'est pas non plus, très honnêtement, pour les agriculteurs, comment dire, un placement absolument sans risque et qui va être mirobolant. Il y a une prise de risque de la part des agriculteurs. Il faut vraiment, ou des développeurs ou de la collectivité, le tarif est garanti. Mais il faut bien l'alimenter, bien construire son projet pour que derrière, il y ait un résultat qui permette de financer les investissements et un peu plus.
Alors, Merci allez-y, beaucoup. on peut discuter encore là-dessus. Merci beaucoup pour ces précisions. Du coup, quand vous dites qu'effectivement, il faut bien monter le projet pour qu'il soit rentable, quels sont les grands écueils bon, il y en a multiples, mais j'imagine qu'il y en a des principaux auxquels il faut dans lesquels il faut veiller de ne pas tomber. Excusez-moi, je me permets juste. En fait, c'est une question un petit peu vaste à répondre comme ça. En fait, c'est surtout de quel point de vue? C'est-à-dire que est-ce que vous parlez du point de vue En tant que d'exploitant collectivité, bon, après, on précisera peut-être dans le cycle des webinaires prochains, mais en tant que collectivité, quels sont les grands jalons alors, effectivement, c'est un peu vaste comme question, mais auquel il faut penser. Donc, vous avez parlé vraiment de la méthodologie projet. C'est souvent là que ça coince, du coup. C'est plutôt l'anticipation du projet. Enfin, je ne sais pas, Guillaume, je peux me permettre, mais c'est à mon avis les sujets autour du dialogue territorial et de l'acceptabilité du projet. Tout va dépendre de quelle structure la collectivité souhaite, quelle orientation souhaite donner la collectivité au projet. Est-ce que c'est la collectivité souhaite dynamiser, impulser une dynamique territoriale et ensuite ce sont les acteurs agricoles à 100% qui porteront le projet? Est-ce que la collectivité veut s'impliquer en tant qu'associé actionnaire? Est-ce que voilà, il y a de multiples possibilités de montage, mais alors je laisserai Guillaume et Jean-Paul compléter. Je pense que les étapes d'accompagnement et de structuration du projet et de gouvernance, voilà, les grandes étapes, c'est la gouvernance, structurer la gouvernance du projet, qui fait quoi, quand. Voilà, le temps de développement, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des moyens humains, des moyens financiers à mettre en place. Il ne faut pas les négliger. Le temps qui peut paraître long et coûteux économisera et sera une des clés de réussite pour le projet. Et bien sûr, le dialogue territorial. Le dialogue territorial, et là, je pense que la collectivité, les collectivités en général, on a tous un rôle à jouer très, très important pour qu'il y ait beaucoup de compréhension, de dialogue et de transparence vis-à-vis de ces projets. Peut-être Guillaume et Jean-Paul ou Jean-Jacques voulaient compléter. Alors, moi, je trouve que tu as souligné le point essentiel de risque et qui est en fait le plus assez complexe aussi d'ailleurs, mais dès qu'il y a des collectivités, en tout cas ça facilite moyennant le fait qu'elles s'y prennent bien, et là-dessus on verra avec Arlisère dans 15 jours. Après il y a des risques techniques et économiques, mais là-dessus c'est tout l'enjeu d'être bien encadré par un bureau d'études et pas que un bureau d'études, d'ailleurs aussi les membres de la collectivité Ambition Biogas 2023 et les acteurs territoriaux, et pas directement avec un assemblier, parce que voilà, un bureau d'études, c'est prendre le temps de bien dimensionner par rapport aux substrats, de vérifier les substrats correctement. Il y a des choses très simples, moi à mon avis, à faire, c'est vous allez faire un méthaniseur, techniquement, c'est de faire déjà bien mesurer le pouvoir méthanogène du substrat, même si on estime qu'il y a de la bibliographie. En général, quand on donne, voilà, c'est plus rassurant d'avoir des potentiels méthanogènes effectifs liés au substrat. C'est des petites choses comme ça. Voilà. Après, c'est du détail, et chaque détail est important en méthanisation. Après, il y a le risque, il y a tout un tas de jalons, effectivement, mais là-dessus, la collectivité, la communauté de travail Ambition 2023 est là pour travailler ça au fur et à mesure avec vous. Il y a des jalons réglementaires, permis de construire, etc., où il faut bien respecter chaque étape et bien les réfléchir, en fait. Jean-Paul, je ne sais pas si tu veux continuer. Oui, au risque d'enfoncer encore le clou par rapport à ce qui a été dit, mais c'est vrai que, comme dit Guillaume, en ce qui nous concerne, il y a une phase extrêmement importante à ne pas escamoter, c'est toute la phase amont de définition des scénarios souhaités par les acteurs du territoire. Et comme dit Guillaume, ou au bureau d'études, des signataires de la charte régionale de méthanisation, à vous accompagner sur des notions de ressources du territoire. Quand on parle de ressources, c'est légitimement j'en reviens à cet aspect-là. Tout doit trouver sa cohérence, et à ce moment-là,
d'une unité de méthanisation. Sur un territoire. Pour moi, c'est là tout l'enjeu aussi qui va permettre de faciliter le dialogue et de justifier ces équipements qui sont bien au service des territoires. Merci Jean-Paul. Alors, il y aura peut-être une autre question. Avant que les gens se déconnectent, j'ai vu que donc on n'était plus que 23 et on était monté jusqu'à 35, je crois. Je vais juste vous lancer un dernier sondage, juste un petit sondage de satisfaction en fait, pour voir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Voilà, écoutez, merci de répondre pour ceux qui restent. Et puis après, on pourra encore continuer un peu les questions pour s'il y en a. Seront partagés, j'imagine que oui. Excuse-moi, j'ai une liaison Internet. Oui, ça coupe. Est-ce que les présents... Alors oui, tout à fait. Il y aura un retour sur événement. Donc, on vous enverra l'ensemble des présentations, un lien aussi pour re-regarder le webinaire si vous le souhaitez. Et du coup, alors ça sera fait là, dans les 15 prochains jours, les 10 prochains jours, j'espère. J'ai moins la main là-dessus, mais oui, tout sera mis à disposition dès que possible. OK, je vais partager les résultats du sondage. Qui me revient à l'esprit, d'aller visiter, de faire visiter à vos élus. Voilà, c'est d'aller rendez-vous sur le territoire. On a un certain nombre également. Je pense que c'est important de se faire son idée, de voir et de ne pas s'arrêter à des candidatons du territoire. Voilà, c'est vraiment très très important. Avec les agriculteurs exploitants, avec les acteurs qui gravitent autour de ces projets. Alors, merci Estelle. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça coupe. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, petite question. Oui. Je vous partage juste les résultats du sondage, en tout cas. Et du coup, globalement, on est plutôt, ça a plutôt répondu à vos attentes, donc tant mieux. Pour les personnes là, à qui ça a répondu qu'en partie, n'hésitez pas à me contacter là, pour me faire un retour plus précis sur ce que vous auriez attendu et voir comment on peut y répondre. Voilà. Donc, merci aux deux réponses, aux deux répondants de me contacter pour qu'on creuse un peu ça. Merci beaucoup. Alors oui, on va prendre la question de M. Charrier. Oui, excusez-moi, je viens d'un autre territoire et je travaillais avec les communes et j'avais rencontré un projet justement en méthanisation et la grosse difficulté qu'ils rencontraient, c'était la réponse en fait du distributeur par rapport à ce projet. Bon, c'est très vague, mais je voulais savoir un peu si en Isère ou dans notre région, quelle était la position de GRDF pour favoriser justement ces raccordements, s'ils ont une véritable volonté d'aller dans ce sens-là, où il y a toujours des freins inhérents à cette mise en place. Bon, GRDF n'est pas là ce matin, mais peut-être même que Jean-Jacques doit répondre. Il y a un cadre même plus large que GRDF, il y a un cadre réglementaire qui s'appelle le droit à l'injection et qui vise à renforcer les réseaux de gaz pour permettre justement cette production décentralisée de l'énergie qui change complètement nos modes de consommation. C'est vrai aussi pour les réseaux électriques, c'est vrai pour les réseaux de gaz. Je pense que sur le point particulier, il vaut mieux en parler vraiment en unilatéral, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Isère, dont des renforcements, des maillages, voire des recours. Donc bien sûr que GRDF, en tant que gestionnaire des réseaux, même titre que GRT pour le transport, a une mission de service public et donc mène cette mission de développement des infrastructures, mais dans un cadre réglementaire bien défini. Est-ce que Jean-Paul, tu veux rajouter, Jean-Jacques, pardon, tu veux rajouter quelque chose sur le droit à l'injection? On va allumer vos caméras. Ah oui, pardon, je suis désolée. Tu as dit l'essentiel, Estelle. D'ailleurs, la commission de régulation de l'énergie vient de valider cette semaine un certain nombre d'investissements qui sont prévus pour la région. Donc, c'est pour vraiment illustrer ce que tu disais en disant qu'on est vraiment dans ce travail-là entre GRDF et les services de l'État. Et donc, effectivement, ce droit à l'injection, il est travaillé de manière permanente pour proposer de nouveaux projets
de développement parce que ça ne coûte quand même pas rien aux contribuables aussi, hein, il faut l'avoir en tête. Donc, en permanence, on réinterroge les capacités du réseau. Et donc, voilà, cette semaine, je crois, il y a 7 nouveaux développements qui viennent d'être actés par la Commission de régulation de l'énergie en région et il y en aura chaque mois des nouveaux. Donc, effectivement, c'est sur des sujets sur lesquels on travaille. Après, si votre question porte sur une zone spécifique, on peut tout à fait regarder et voir avec GRDF comment ça a été répondu. Mais je pense que ce n'est pas l'objet de le faire là en direct. Non, tout à fait. C'était de l'ordre général s'il y avait autre qu'une volonté réglementaire. Si vous voulez. Pas de souci. Mais bien sûr, enfin, globalement, je pense que là, on est au-delà du cadre du gestionnaire de réseau. On est dans un cadre de stratégie et de nécessité d'autonomie et de souveraineté énergétique de notre pays. Et je pense que là, ça nous concerne tous et toutes. Oui. Donc, est-ce que tous les acteurs sont bien conscients de ça? C'est ça, surtout. Je suis persuadée que oui. Après, vous êtes… oui. Et donc, aussi bien pour les réseaux électriques, il y a des développements de réseaux qui sont prévus. Donc, vous avez il y a 15 jours le nouveau S3R-ENR, schéma régional de raccordement des énergies renouvelables au réseau électrique, qui vient d'être validé par le préfet de région, donc avec une quote-part régionale pour rejoindre ce réseau. Et puis, sur le gaz, donc, vous avez ces 7 points de raccordement qui viennent d'être validés par la Commission de régulation de l'énergie. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes mécanismes, mais c'est quand même assez similaire. Et l'objectif est effectivement d'assurer l'approvisionnement énergétique de notre pays et donc faire le lien entre les zones de production et les zones de consommation. Et il faudrait combien de raccordements moyens, je dirais, pour obtenir les objectifs qui a été fixé au niveau de la région? Et là, les 7, c'est lié à 7 projets qui ont été déposés, mais on en fait autant que de besoin, en fait. Voilà. Donc, oui, je comprends bien, mais pour atteindre l'objectif, ça ferait à peu près combien de raccordements? Aujourd'hui, on est à 130 méthaniseurs. Donc, en injection, il y en a à peu près… l'objectif est à peu près qu'il y ait 70% des méthaniseurs qui soient raccordés. Vous avez vu qu'il faut augmenter par 10 à l'horizon 2050. Donc, voilà, ça vous donne un peu le volume de modification du réseau. Après, tous ceux qui s'installent ne nécessitent pas une modification du réseau parce que parfois, ils s'installent vraiment à proximité immédiate du réseau et il n'y a pas besoin de cette complexité d'analyse de la disponibilité du réseau et de sa capacité à recevoir de nouveaux points d'injection. Donc, c'est un petit peu dur de vous répondre comme ça, mais voilà. Ça vous donne des ordres de grandeur, effectivement. Mais l'enjeu, là, à court terme, la fin 2023, début 2024, c'est encore entre 80 et 100 méthaniseurs à raccorder. Okay, non, pardon, excusez-moi, je me trompe, parce qu'on a déjà 133. Donc, du coup, ça fait quand même moins que ça. On est à peu près entre 35 et 40 méthaniseurs à raccorder pour arriver aux objectifs de fin 2023. D'accord. Oui, moi, je vous parlais des objectifs à terme, effectivement, mais c'est 2035. Là, quand vous regardez, vous voyez que c'est les mêmes chiffres quand on lisse que ceux qui viennent d'être donnés par Aura 2E. D'accord. Très bien, je vous remercie. Bonne fin de journée à vous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce qu'on met fin à ce webinaire? Écoutez, je crois qu'on va pouvoir y mettre fin. Merci en tout cas d'avoir répondu présent. Hein. On était un peu moins de 40 autour de ce webinaire. Donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour parler de la différentes façons de s'engager dans un projet de méthanisation quand on est une collectivité. Voilà, merci à vous. Passez une très bonne journée et un bon week-end. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir, merci.